Et nous allons débattre jusqu'à midi sur Sud Radio avec aujourd'hui Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, Vous êtes à bonjour à tous et à Marseille, toutes. membre du Conseil économique, social et environnemental. Vaccin, pas vaccin, toujours pas ? Toujours pas, j'attends comme tout le monde. Pas comme Nicolas Sarkozy. Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Bonjour Christine. Bonjour. Vous n'avez pas l'âge d'être vacciné. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Bonjour. Bonjour, vous non plus. Vous non plus, et Kevin encore moins. Encore moins. Le clan des vaccinés, on va nous appeler. Voilà. Bonjour. Et moi non plus. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Donc nous allons parler de la condamnation de Georges Tron. Il a passé sa première nuit en prison. On s'est interrogé sur effectivement ce verdict assez sévère et on peut pas dire s'il est justifié ou pas parce qu'on n'y était pas, qu'il y a eu 3 semaines de débat. Mais en tout cas, c'est une condamnation qui en tout cas est assez marquante. Éric Zemmour doit-il se lancer dans la course à la présidentielle? Il est crédité de 13% des intentions de vote dans un sondage pour Valeurs Actuelles. Et on va reparler de Frédérique Vidal, on en a un petit peu parlé hier. Certains réclament sa démission, Libération à sa une également. Donc on va y revenir. Petit tour de table et coup de cœur et coup de gueule. Jean-Luc Benamias, c'est un coup de cœur? C'est un coup de cœur pour la population catalane qui vit en Espagne. Pour la énième fois, les régionales ont encore eu lieu en Catalogne. Cette fois-ci, une majorité assez forte a été donnée aux ce qu'on appelle les nationalistes, ce qu'on appelle les indépendantistes. L'État espagnol, ou le Royaume d'Espagne, continue régulièrement à annuler les élections au fur et à mesure parce que les présidents de régions qui sont élus successivement et qui sont des indépendantistes font des déclarations, prennent des dispositions puisqu'ils sont majoritaires, et puis le Royaume d'Espagne annule et re-annule. Et il y a un principe qui existe dans le monde depuis maintenant le début du XXe siècle qui s'appelle le droit à l'autodétermination. Et en plus, ces populations en Catalogne sont des populations pacifistes, les gens sont élus. Et je rappelle à tout le monde que depuis maintenant près de 3 ans, plusieurs élus, députés européens, sénateurs, sont en prison dans le Royaume d'Espagne. Et je trouve ça absolument inacceptable. Et je salue là le peuple catalan qui continue, bon gré mal gré, à élire, à réélire les gens, les élus qu'ils ont envie de voir à la tête de la région catalane. Bon, moi je ne connais vraiment suffisamment pas le sujet, mais en tout cas, je pense que nos auditeurs qui le connaissent... Valérie, oui. je reprends quand même. Oui. En Europe, aujourd'hui, dans le cadre de l'Union européenne, qu'il y ait des élus en exil. 2 députés européens sont en exil. Alors heureusement, un certain nombre de pays européens refusent d'extrader ces élus qui sont en exil en Irlande, en Angleterre, en Suisse, en Belgique. Heureusement. Alors, mais pendant ce temps-là, plus d'une dizaine de personnes sont encore en prison en Espagne parce qu'ils ont été élus au niveau de la région catalane. C'est absolument incroyable, totalement incroyable dans le cadre de la démocratie européenne. Jérôme, vous êtes catalan? Oui, alors moi je connais trop le sujet, c'est pour ça, donc je suis un petit peu juge et parti, tu le sais Jean-Luc. Mais je crois effectivement que c'est le point le plus équivoque et le plus grave que tu viens de soulever, c'est l'emprisonnement de ces personnalités, du monde associatif et politique, qui sont emprisonnés et pour lesquels les États européens n'ont pas quand même fait beaucoup de bruit et ne se sont pas trop opposés à la décision. Pas du tout, On a quand même un représentant aujourd'hui de l'Europe qui s'appelle Josep Borrell, qui est catalan et qui est bien entendu du Parti socialiste et qui est très 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 fervent partisan de l'emprisonnement des indépendantistes, et que la France ne réagisse pas alors qu'on va organiser un 3e référendum pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire que nous, on n'a vraiment rien à se reprocher. C'est complètement incroyable. Alors que la Nouvelle-Calédonie fait partie intégrante de la France depuis pas mal d'années. Donc nous, on a fait preuve de maturité. Et là, je trouve que la France est peut-être un peu en deçà de ce qu'elle devrait être par rapport à son rôle de vigie des droits de l'homme. Christine Bouillot. Oui, sur ce dossier-là, ou en tout cas sur ces rapports franco-espagnols aussi, c'est toujours un tout petit peu étonnant
cette façon qu'a la France de regarder ce qui se passe en Espagne. Et pour parler un peu aussi des droits de l'homme en Espagne, il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut regarder en ce moment. Ce sont ces manifestations qui ont lieu à la suite de l'arrestation d'un rappeur, parce que il aurait, alors je mets du conditionnel, parce que je maîtrise pas bien la langue espagnole pour mesurer l'impact des mots qu'il a utilisés, mais il aurait insulté le roi d'Espagne, Juan Carlos, qui, rappelons-le quand même, a pris l'exil. Et il est en prison. Il a écopé de 9 mois de prison pour avoir traité le roi d'Espagne, d'après on va dire la traduction, de canaille. Donc je trouve effectivement que ce qu'il se passe étrangement de l'autre côté de la frontière des Pyrénées est assez silencieux du côté des autorités françaises. Et même de la presse française, on en entend assez peu parler. On a beaucoup de rapports, absolument. C'est peut-être pas si étonnant que ça que le roi d'Espagne soit allé se réfugier dans le golfe Persique. Oui, absolument. Voilà. Mais sur la question catalane régionaliste, c'est vrai que pour avoir assisté aux élections plusieurs fois, le silence de la France est particulièrement assourdissant sur l'emprisonnement de ces élus. C'est comme si on emprisonnait des élus régionaux chez nous, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, absolument. Kevin, coup de cœur? Oui, un coup de cœur pour les syndicats étudiants de droite, notamment l'UNI et la Cocarde étudiante. On parle beaucoup des universités aujourd'hui, notamment à travers la demande d'enquête de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche contre l'islamo-gauchisme à l'université. Moi, je pense qu'elle a tout à fait raison. Il y a véritablement un problème dans certaines universités, parce qu'on oublie en effet que dans certaines facultés, le mur de Berlin ne semble pas être tombé. D'ailleurs, moi, j'ai plein d'amis de droite qui sont dans des universités de gauche, qui me ramènent souvent des photos dédicacées de Marie-Georges Buffet, ou qui me ramènent des exemplaires du Capital de Karl Marx en russe, ou encore de la Vita Cola. Moi, ça me fait beaucoup rire, mais en tout cas, il y a un vrai problème d'emprise gauchiste au sein des universités, et je voudrais féliciter tous ces étudiants, tous ces militants de la Cocarde étudiante et de l'UNI qui résistent sur un terrain miné, qui défendent la méritocratie républicaine, qui défendent l'excellence contre ces gauchistes, qui défendent le nivellement par le bas et les diplômes au rabais. J'aimerais rendre hommage à ces militants de droite, en effet, qui défendent le pluralisme politique dans des endroits où il y a une forme de totalitarisme idéologique. J'aimerais rendre hommage à ces militants de droite, en effet, qui défendent la liberté d'enseigner là où les gauchistes bloquent les amphithéâtres. Et voilà, j'aimerais leur rendre hommage parce que ce n'est pas facile pour eux. Ils se font insulter tout le temps, ils se font taper dessus. Ils sont très minoritaires. Ah, Ils sont pas forcément de moins en moins, Valérie, et c'est ça qui est exceptionnel. Et surtout, ils se font taper dessus. Il y a des nez cassés. On leur jette de l'urine dessus. Et surtout, ils subissent une pression très importante de la part de l'administration de la faculté, mais également de la part de leurs enseignants qui sont beaucoup pas gauche. Donc, bravo à ces militants. Ils font avancer le combat culturel, le combat idéologique pour reconquérir ces universités qui sont entre les mains d'une gauche décadente. On va en reparler tout à l'heure avec l'islamo-gauchisme évoqué par Frédéric Vidal. Vous vouliez dire quelque chose, Jean-Luc Benamias? Je trouve que Kevin en fait beaucoup trop. Il le sait d'ailleurs très bien. D'accord. Bon. Les universités seraient dirigées par les islamo-gauchistes. Enfin, écoutez Jean-Luc, allez à Paris 10, allez à Paris 8 et vous verrez que je n'en fais pas trop. Bon, écoutez... On va pas vous réconcilier. Non, on va pas vous réconcilier sur le sujet, oui. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que moi, je ne serais pas... c'est un plaidoyer que vous venez de faire. Et je l'entends, et il désigne le il est éditorialiste, Kevin. C'est ça, donc c'est un point de vue. Moi, je veux saluer tous les syndicalistes. Je crois qu'être syndicaliste aujourd'hui, de droite, de gauche, syndicaliste patronal, c'est difficile. Je crois que l'engagement est difficile, et je crois qu'on meurt dans ce pays de ne pas avoir assez de gens engagés. Alors, il vaudrait mieux éviter que ça se passe autour de nez cassés, comme vous dites, que ce soit d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, parce que moi, à mon époque, c'était plutôt la droite qui était violente. Mais autres mœurs sont autant. Mais ce que je veux dire, c'est que les syndicalistes en général, et de façon générale, dans le monde étudiant, dans le monde salarial et ailleurs, c'est important. Et le militantisme, c'est important. C'est pour ça qu'on reviendra sur cette question de l'islamo-gauchisme. C'est peut-être plus compliqué que ce qu'on imagine, mais en tout cas, il ne faut pas... On va en reparler. Faut pas laisser faire ça. On va en reparler. Christine, vous vouliez dire quelque chose? Vous connaissez évidemment les facs aussi. Oui. Alors, il y a effectivement des facs qui font parler d'elles dans notre région.
régions qui ont l'habitude des piquets de grève au long cours et la difficulté, mais je suis pas certaine. Enfin, ce sujet-là, en ce qui concerne, parce qu'on sans doute qu'on dérape aussi sur le sujet avec la ministre Vidal. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, ce qui agite les facultés, ce soit en premier lieu l'islamo-gauchisme. En tous les cas, c'est pas l'inquiétude primaire qui a un problème, on va dire, qui a un problème. C'est même pas un problème que les étudiants aient une conscience politique, quelle qu'elle soit. Finalement, c'est plutôt relativement sain. Sinon, on constituerait toute une génération de personnes qui n'ont pas d'idées, pas d'avis, pas d'opinion. C'est ce qu'on leur demande. Alors après, c'est toujours dans l'excès que ça pose problème. Donc, ces facultés au long cours qui sont capables de faire des piquets de grève pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je dirais que ça paraît folklorique parfois même, mais ça ne l'est pas forcément pour ceux qui le vivent aussi de l'autre côté. Allez, on marque une pause, c'est l'heure du journal. On se retrouve tout de suite après avec le coup de gueule de Christine qui a un rapport avec la vaccination de Nicolas Sarkozy et Jérôme Ripoul, coup de gueule contre les cyberattaques. Je tease. Et puis on parlera de la possibilité d'une candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Georges Tron condamné à 3 ans de prison ferme et Frédérique Vidal évidemment doit-il démissionner. À tout de suite. Bienvenue sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, nous débattons jusqu'à midi avec Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental, Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse, Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley, et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. On va parler de la condamnation de Georges Tron à 3 ans de prison pour viol, agression sexuelle. Éric Zemmour qui rassemblerait 13% des intentions de vote. C'est un sondage pour Valeurs Actuelles. Et Frédérique Vidal doit-elle démissionner? De plus en plus de voix demandent sa démission. On y revient dans un instant. On finit notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Alors Jérôme Ripoul, vous, ça concerne les cyberattaques. Oui, alors j'ai lié cyberattaque et cyberélection. Alors c'était un coup de gueule contre les cyberattaques que je voulais lier avec le vote électronique, le vote par anticipation. En clair, on voit bien qu'aujourd'hui, la sécurité des systèmes informatiques est absolument pas sûre en France. Donc il y a eu une réaction rapide du président de la République et ça c'est plutôt mon coup de cœur. Parce que quand on voit des hôpitaux paralysés, des entreprises, des grosses entreprises qui ne peuvent plus produire, c'est un véritable danger. Donc on vient enfin de prendre conscience de ce problème. Et quand on voit ça, on se dit que on peut peut-être éviter d'aller vers des cyber-élections, c'est-à-dire des élections électronique sur des machines à voter. Et là, c'est un peu mon coup de gueule, mais le gouvernement a fait marche arrière, tant mieux. C'était ce qu'il a fait passer en catimini, c'est-à-dire durant l'examen au Sénat d'un projet de loi organique sur l'organisation des présidentielles, qui se fait en accéléré, c'est-à-dire que l'amendement a été déposé alors qu'il n'aurait pu être vu que par le Sénat et pas par l'Assemblée nationale, donc les députés n'avaient pas leur mot à dire, pour organiser un vote par anticipation sur des machines électroniques. Et donc quand on voit le risque qu'il y a, et d'ailleurs, parenthèse, l'Allemagne a refusé depuis 2009 d'utiliser des machines à voter, je trouve que c'était complètement fou, c'était fou d'un point de vue législatif, parce que une fois de plus, on viole le Parlement, et d'autre part, c'était fou parce que les Français, s'ils veulent aller voter, peuvent aller voter. Il y a le vote par correspondance et très franchement, il n'y a aucune difficulté à voter lors des élections, même si on est absent de son domicile. Donc je trouve que tout ça, c'est cafouillage à nouveau et assez maladroit. Oui, c'est maladroit, d'autant effectivement, vous le dites, on l'a évoqué nous hier, que ça tombe au moment où il y a des hôpitaux qui sont cyber-attaqués. On avait un spécialiste hier qui nous a expliqué effectivement que de plus en plus, et des États se cachent derrière. Donc la concordance de cet amendement est pour le moins étrange. Jean-Luc Benamias, vous en pensez quoi? Je suis un peu surpris, Jérôme. Tu parles du vote par correspondance. Ça n'existe pas dans le pays. Le vote par procuration. Oui, par procuration. Pardonne-moi. Pardon, Jérôme. Alors voilà, j'ai corrigé. Tu fais bien de me reprendre. Mais tu as plus de pratique que moi en matière d'élection. J'arrête là. Non, c'est tout. Mais vous en pensez quoi, vous, de cette possibilité d'un vote électronique? Non, mais sur le phénomène général, vote électronique ou attaque des hôpitaux, je pense qu'on a une question à se poser sur la centralisation globale des données, au sens général du terme, parce qu'à ce niveau-là, je pense que les États n'ont plus aucune maîtrise. Oui.
Kevin, Oui, Bossuet. moi je trouve que le vote par anticipation est une catastrophe au niveau démocratique dans la mesure où il y a déjà une rupture de confiance qui est très importante entre les élites politiques et le peuple. Et forcément, si on met en avant cette mesure et si on l'applique, il y a beaucoup de gens qui vont croire en effet qu'il y a de la triche, il y a des choses comme ça. Donc ça va encore, si vous voulez, élargir le fait que des gens ne se retrouvent plus dans la politique et n'ont plus confiance aux politiques. Et moi, je suis désolé, voter, c'est un acte solennel. Moi, je suis très content de me déplacer, de prendre mon petit bulletin, d'aller dans l'isoloir et de poser le bulletin dans l'urne. Moi, je trouve ça très bien. C'est un geste civique et moi, je continuerai à voter de cette manière. Christine aussi? Oui, alors sur les votes électroniques, on l'a testé finalement par défaut dans les assemblées générales, vu la crise du coronavirus par exemple. Il n'a pas été possible de réunir les membres des assemblées générales des très grosses entreprises comme des plus petites, des associations, tout ce que vous voulez. Tout ça s'est fait par voie électronique, alors avec des garde-fous, mais on maîtrise peut-être pas totalement les cyberattaques. Et c'est vrai que sur la question du vote. Alors il y a la vote par correspondance, il y a le vote par anticipation et il y a le vote électronique. Donc il y a 3 sujets en un finalement. Mais sur ce vote, on va dire par voie électronique et les cyberattaques, c'est vrai que la France se retrouve depuis plusieurs années, ça date pas d'hier, prise par ces réseaux de hackers qui sont souvent des superpuissances en sous-main et qui font aujourd'hui qu'on est obligé de se poser véritablement la question de notre indépendance et de la sécurité informatique de pans entiers de notre économie et même nos sécurités tout court. Absolument. Je vais vous donner la parole dans un instant. Christine, moi je voulais faire... Kevin et moi on discutait avant l'émission et on se disait qu'on avait pris quelques kilos. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire j'ai pris en densité et en maturité. Voilà. Parce que... je suis très mature alors. Voilà, vous savez que tout circule, tout se sait. Et donc certains ont marqué qu'Emmanuel Macron avait pris un petit peu de poids et donc la nouvelle selon laquelle le président de la République a grossi n'a pas été démentie, bien au contraire. L'Élysée a dit il s'agit d'un événement positif. J'ai cru qu'il était enceinte. La preuve d'abord que le chef de l'État s'est bien remis du Covid et qu'il est en forme pour aborder la suite de surcroît sur les photos. Ces quelques kilos de plus lui donnent de la densité et de la maturité. Moi qui avais envie de faire un régime, je crois que je vais garder. C'est bien, non, Kevin, d'avoir de la densité et de la maturité. Oui, enfin, arriver à un point, ça reste quand même un petit peu problématique. Quand on met son pantalon, on sent que ça nous serre un peu, on se dit, oulala, va falloir faire marche arrière. Voilà. Allez, Christine, ça concerne un ancien président de la République. Oui, alors je lance un appel à à l'ancien président Nicolas Sarkozy, s'il peut me donner le tuyau pour pouvoir faire vacciner ma maman qui a 74 ans et 9 mois et qui rentre pas dans les clous pour pouvoir être vaccinée. Donc cette trêve de présidenterie, effectivement, c'est l'Express qui révèle que l'ancien chef de l'État a pu être vacciné à l'hôpital Percy, si je me trompe. Oui, c'est ça. Alors que effectivement, visiblement, il ne rentre pas dans les critères, à moins qu'il ait une maladie qui l'oblige à être vacciné rapidement. Auquel cas il y a des choses qu'on ne sait pas non plus, donc c'est un petit peu problématique et surtout c'est dérangeant parce qu'il y a des centaines de milliers de gens qui essayent d'avoir leur rendez-vous, qui l'attendent avec impatience. On sait que c'est la galère, que des deuxièmes injections ont été annulées, des premières injections ont été annulées pour permettre la première. On connaît toute la problématique autour de ça et c'est pas forcément toujours très bien reçu ou très bien perçu. Qu'il explique effectivement pourquoi est-ce qu'il rentre dans une des catégories. Est-ce qu'il est sous chimiothérapie? Est-ce qu'il a... Le fait qu'il ait été vacciné à Percy, qui est un hôpital militaire, laisse entendre quand même qu'il a peut-être eu un traitement particulier qui a été décidé par les pouvoirs publics. Oui, mais c'est pas impossible. Le président de la République lui-même, a priori, n'est pas vacciné, ni sa femme, ni son épouse, donc ni aucun des ministres. Il n'y a qu'Olivier Véran qui a été vacciné. Donc, à quel titre il aurait été vacciné? Est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est une information de sa part? Parce que si c'est une son cabinet ne répond pas. Son cabinet ne répond pas, mais c'est plutôt une fuite. Vous en pensez quoi, Kevin Bossuet? Après, si vous voulez, on disait que les ministres devaient se faire vacciner pour montrer l'exemple, donc on ne peut pas de l'autre côté
souhaité en effet caricaturer quelqu'un qui est une personnalité publique qui montre l'exemple. Ce qu'il y a de dramatique dans cette campagne. Non, mais je suis d'accord avec vous, Christine. Mais ce qu'il y a de dramatique dans cette campagne de vaccination, c'est qu'on a essayé de convaincre les gens de se faire vacciner. Au moment où ils veulent se faire vacciner, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se faire vacciner. Puis il y a des personnes en effet qui sont fragiles, des personnes qui sont âgées et qui ont vraiment peur en effet d'y passer. Donc il faut prendre conscience de ça. Et puis même il y a un problème logistique qui est assez impressionnant puisque les gens peuvent s'inscrire comme ils veulent. Il y a des gens qui habitent en Bretagne qui sont inscrits dans un centre de vaccination à Paris. Il y en a d'autres qui sont inscrits plusieurs fois. Donc à un moment, il faut un peu rationaliser tout ça. Et on est parti du principe que c'était aux gens finalement d'aller vers la vaccination. Et si on avait fait le contraire, finalement, les centres de vaccination, d'aller vers les gens, peut-être que ça aurait été beaucoup plus rationnel. Donc j'aimerais avoir une pensée pour ces personnes âgées, en effet, parce que je parle souvent des jeunes, mais ces personnes âgées également sont en souffrance, souvent dans les EHPAD où elles sont seules. Donc ayons une pensée pour elles et surtout faisons en sorte qu'elles puissent se faire vacciner le plus rapidement possible parce qu'elles en ont besoin psychologiquement et moralement. Alors, Sophie de Menton participe à distance à l'émission. Elle m'envoie un message en me disant Sarkozy côtoie des milliers de gens. En plus, il y a 2 mois, on voulait que les politiques donnent l'exemple. Et Véran, il a donné l'exemple parce que c'était le AstraZeneca qui avait des réticences dessus. Donc, il est ministre de la Santé. Moi, j'ai discuté hier avec une Il n'était pas ravi d'ailleurs. Hein. Qui Véran, quand il a dit qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est. Mais j'ai discuté hier avec une personne qui fait de la chasse de tête, pas pour moi, on me chasse pas, mais de grands patrons et qui me disait que beaucoup de grands patrons sont chez eux, ne sortent pas. Nicolas Sarkozy, il a aucune raison, Sophie, d'être vacciné plus que quelqu'un d'autre, plus qu'un grand patron, plus qu'une secrétaire à l'accueil. Sauf si effectivement il a une problématique de maladie chronique. Oui, c'est ça. Mais ou un traitement médical qui l'exige. Mais si c'est ça, c'est étonnant qu'il ait fait que ça. Regardez Jean-Luc, vous en êtes l'exemple. L'exemple vivant. Et comme Christine, moi j'ai des parents qui ont eu un mal fou à se faire vacciner avec des problématiques qui auraient mérité qu'il le soit. Jean-Luc, pardon, vous avez la parole. Il est bien évident qu'un ancien président de la République a quelques moyens un peu plus rapides que moi pour se faire vacciner. Moi, j'insiste pas, je fais exprès, clairement. Je trouve que depuis le début de la vaccination, les Français, tout le monde le sait, au démarrage étaient un peu réticents, c'est le moins qu'on puisse dire, à plus de 50% même. Et puis au fur et à mesure, ils ont compris qu'à un moment donné, c'était une des solutions pour arriver à ce qu'on arrête ce confinement et ces couvre-feux. Et moi, voilà, j'attends. Je regarde ça avec un certain sourire parce que je me sens pas totalement... même si j'ai l'âge de Sarkozy, c'est-à-dire que j'ai plus de 65 ans, donc, et moi je suis en chigno, effectivement. Voilà. Je trouve qu'à ce niveau-là, le problème principal, c'est qu'on a dit que l'Union européenne coordonnait tout ça, et j'ai grandement l'impression qu'elle coordonne que dalle, puisque chaque pays se débrouille tout seul, et que dans ce cadre-là, malheureusement, la France se débrouille très mal. Oui, 2 auditeurs me signalent 2 choses, effectivement, pour le moins étonnantes. Les rendez-vous proposés par les plateformes pour se faire vacciner en Seine-Saint-Denis sont squattés par les populations aisées, à l'aide avec le numérique, et il n'y a plus de place pour les locaux ou les personnes âgées. Et Isabelle me dit également, la Seine-Saint-Denis a 2 fois plus de doses par habitant que le Val d'Oise, qui n'est pas un département aisé. Est-ce que c'est normal? Je ne l'ai pas fait, mais je trouve normal d'aller là où il y a le plus de doses disponibles. Cette injustice entre départements me révolte complètement. Effectivement, vous avez raison, mais c'est vrai que le président du Conseil de Seine-Saint-Denis a dénoncé cet état de fait. Oui, c'est pour ça qu'il faut mettre en place, si vous voulez, il faut mettre en place une carte scolaire. Je veux dire, dans l'éducation nationale, un élève ne peut pas s'inscrire ailleurs que dans son établissement de proximité. Mais ça devrait être la même chose, en effet, pour les centres de vaccination, parce qu'il n'est pas normal que des Parisiens qui habitent le 16e ou le 17e s'inscrivent en Seine-Saint-Denis. À un moment, il y a une rupture territoriale qui est importante et surtout une rupture sociale. Bon, voilà, moi j'enseigne en Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup de personnes qui me disent je n'arrive plus à m'inscrire parce qu'il n'y a plus de place alors que j'ai 80 ans, 85 ans. C'est pas possible. Alors, attendez, on va y revenir. On marque une petite pause et on est là avec vous tout de suite sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. On parlait donc de la vaccination de Nicolas Sarkozy qui fait polémique. Alors justement, on parlait, Christine Bouillot, vous vouliez réagir sur ce qui se passe? Moi je garde la date qu'a fixée Emmanuel Macron, c'est qu'à fin août, tous les Français qui souhaiteront se faire vacciner seront vaccinés. Donc on a encore un peu de marge. Mais effectivement, alors on dit, Kevin disait tout à l'heure, les personnes âgées ont besoin d'être vaccinées et les ministres devraient
aurait dû le faire ou ne pas le faire. Enfin, toute la question de l'exemplarité. Je crois que dans ce dossier-là, la question, elle est tout simplement, c'est qu'on met en place un programme qui était censé faciliter la vaccination des personnes les plus fragiles. Certains se demandent si effectivement il faut aller plus vite encore parce que pourquoi la limite à 75 ans, pas à 65 ans. Voilà, moi je trouve que soit Nicolas Sarkozy a un problème de santé, auquel cas c'est effectivement le secret médical qui prévaut et puis on considère qu'il est personne prioritaire, il n'y a pas de souci, mais passer comme ça entre les mailles du filet, c'est toujours problématique. Le gouvernement avait bien raison quand ils en parlaient, quand on demandait s'ils allaient être vaccinés. Beaucoup disaient non, je ne vais pas me faire vacciner avant tout le monde, sinon on va me reprocher de me faire vacciner avant ceux qui en ont vraiment besoin. Donc c'est ça qui est problématique aujourd'hui. Et la question aussi on va dire des Français au rapport à la vaccination et alors ceux qui vont dans un autre département pour se faire vacciner, je dirais rien de nouveau sous le soleil. Rappelez-vous au début sur les masques, les gens n'hésitaient pas à fracturer les voitures des infirmières pour récupérer des masques parce qu'il n'y en avait pas. Donc je dirais que là-dessus il y a une espèce de panique. Mais ça c'est la réaction aussi normale. On va dire une campagne de vaccination inédite pour laquelle on n'est pas calibré, on a du mal à se mettre en route, on a du mal à trouver des vaccins parce qu'il faut les produire à l'échelle de la planète. Et donc aujourd'hui on rame un peu. Donc effectivement tout le monde est en train de se demander comment arriver à être vacciné dans les temps et avec quel vaccin, dans quelles conditions et sans forcément que ce soit un psychodrame pour les familles. Parce que derrière tout ça, il y a des gens qui attendent d'avoir leur vaccin pour pouvoir ne serait-ce qu'embrasser leurs petits-enfants. Anne nous dit, je ne vois pas pourquoi Nicolas Sarkozy s'est interdit de vaccination. Pour la bonne raison qu'il ne rentre pas dans les critères, sauf à être sous chimio. Et encore, on a des gens sous chimio qui ne sont pas vaccinés. Donc c'est vrai que ça interroge. On a un autre auditeur qui nous donne régulièrement le pointage de ce qui se fait dans le département de l'Ariège. Pour 13 centres de vaccination, 10 Pfizer et 3 vaccins Moderna. Donc impossible de se faire vacciner. C'est les centres fermes. Échec de la technocratie française. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, notre État est incapable, avec l'aide de grands cabinets internationaux de conseil, qu'ils rémunèrent des sommes absolument folles. On l'a évoqué ici. Il est incapable aujourd'hui d'organiser logistiquement la diffusion des vaccins dont il dispose, parce qu'il y a un vrai problème sur la production de vaccins, puisque Pfizer n'a livré que 23 millions des 30 millions de doses qu'il devait livrer. Mais en même temps, pourquoi, Kevin le demandait, pourquoi on n'a pas géré c'est pas l'État qui a géré donc la vaccination en appelant les gens et pas le contraire. C'est-à-dire que là on met des gens dans une incompréhension qui aujourd'hui cherchent à se vacciner et ne peuvent pas. Ça crée des situations, je pense, psychologiquement très difficiles pour des personnes âgées. Donc ou des personnes en difficulté, maladie chronique. Donc je comprends pas très bien comment cet échec n'a pas été et comment on prend pas la mesure de ça tout de suite. Un auditeur me dit. Pourquoi on n'a pas utilisé le système de la grippe? La sécurité sociale envoie des bons aux personnes âgées par le biais de leur numéro de sécurité sociale. C'est effectivement d'une simplicité. En plus, les pharmaciens pourraient vacciner. Jean-Luc? L'échec principal, quand même, vient du fait que on a une France qui a une industrie technologique assez forte, notamment l'Institut Pasteur, Sanofi. L'échec est quand même très très prégnant là. C'est-à-dire qu'on a été incapable de développer nous-mêmes un vaccin, alors que normalement on a les technologies et les scientifiques adaptés pour arriver à cela normalement. Et je redis à chaque fois, cette histoire de coordination dans l'Union européenne est une fausse coordination. Puisque chaque pays, on le voit bien, et la France est quasiment dernière à ce niveau-là, n'a pas les mêmes nombres de doses qui arrivent dans notre pays. C'est très étonnant quand même. Il y a quand même quelque chose qui fait que... Alors, je renvoie à un journaliste bien connu qui s'appelle Jean Quatremer, je suis toujours d'accord avec lui, mais c'est pas le problème, qui raconte extrêmement bien, vous allez sur ces réseaux sociaux, comment tout ça s'organise au niveau de Bruxelles et au niveau de la Commission européenne. Comment vous avez la réponse? La réponse, c'est que l'Allemagne, alors j'ai rien contre les Allemands, vraiment rien, l'Allemagne décide de tout et que autour de la commissaire européenne, Madame von Leyen, c'est uniquement des Allemands qui décident.
Ouais. Oui, il y a un problème avec l'Union. Il y a un problème avec l'Union européenne. Tout d'abord, il y avait une opacité au niveau des contrats. Je veux dire, on ne sait rien en effet des marchandages qu'il y a eu pour obtenir ces vaccins. Et surtout, regardez, la Grande-Bretagne a beaucoup plus vacciné que nous, tout simplement parce qu'elle est en dehors de l'Union européenne depuis le mois de janvier. Elle a pu valider le vaccin AstraZeneca de manière beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, l'Union européenne est tellement lente que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a décidé finalement de faire un beau doigt d'honneur à Bruxelles et de dire je vais finalement acheter des vaccins russes et des vaccins chinois parce que si on attend les vaccins de l'Union européenne, on en a encore pour des mois. Donc c'est un échec aussi en effet de la technocratie européenne. Voilà. Bon, on va. Dernier point, échec donc logistique, échec de la technocratie européenne et échec de la recherche. Parce que Jean-Luc disait, on a Pasteur, oui, mais c'est une fondation privée. Est-ce qu'on a entendu parler du CNRS ou de l'INSERM? On a de la recherche fondamentale dans ces deux instituts. Ça veut dire qu'on a deux instituts publics qui sont financés quand même avec des centaines de millions d'euros qui n'ont eu aucun mot à dire en recherche fondamentale. C'est incroyable. Moi, je suis très étonné que le CNRS prenne la parole aujourd'hui pour reprendre la ministre, mais n'ait pas plus été présent sur la question des vaccins. La question des vaccins. Bah, écoutez, on en saura peut-être un petit peu plus sur la vaccination de Nicolas Sarkozy. Apparemment, il aurait été vacciné au mois de janvier. Donc, c'est quelque chose qui a fuité plus récemment. Peut-être a-t-il trop critiqué le président de la République sur la politique vaccinale. Oui, effectivement, parce que c'était la suite de votre coup de gueule, Christine Bouillot, c'est-à-dire il s'est énervé effectivement de la lenteur de la stratégie vaccinale française. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que si en coulisses, effectivement, il trouve que ça va trop lentement. Bon, voilà, c'est tout le décalage, encore une fois, qu'on peut imaginer pour les gens d'en bas, qui vont se dire, mais encore une fois, ça marche pas de la même façon, donc c'est redoutablement ravageur, je dirais, ce genre d'information vis-à-vis d'une population qui, depuis un an, maintenant, se demande comment sortir de cette crise, et on lui répète que c'est par le vaccin. Donc voilà, c'est dommage. Parce que c'est vraiment des personnalités. Alors, il aurait pu être vacciné pour donner l'exemple, donner envie aux gens à l'époque où les Français étaient sceptiques de se faire vacciner. Ça aurait été une stratégie, pourquoi pas, qui aurait été intéressante de ce côté-là aussi. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui sont dérangeants finalement. Allez, cette information. On va marquer une petite pause et on revient avec la condamnation de Georges Tron à 3 ans de prison. Les choses sont-elles en train de bouger? Est-ce que les jurés, est-ce que la justice finalement va commencer à prendre en compte de façon un petit peu plus sérieuse les victimes? On en parle avec vous, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Georges Tron, ancien ministre, a été condamné hier à 5 ans de prison, dont 3 fermes pour viol et agression sexuelle. Il a été incarcéré immédiatement après le prononcé du verdict. Il avait été acquitté en 2018 et c'est le parquet qui avait fait appel. Il était accusé par 2 anciennes employées municipales de la mairie de Draveil de viol et d'agression sexuelle. 5 ans de prison, dont 3 fermes, c'est plus que les réquisitions. Je vous propose d'écouter l'avocat de l'une des victimes, de celle qui avait porté plainte, Virginie Etel. Virginie Etel, lorsqu'elle lui a annoncé sa décision de porter plainte, l'a conseillé de renoncer à cette action en lui disant que c'était le combat du pot de terre contre le pot de fer. Et ce soir, pas seulement pour Virginie Etel, mais aussi pour énormément de femmes dans ce pays, ça montre que le pot de terre peut commencer à s'armer pour lutter contre le pot de fer. C'est un message de soulagement pour ma cliente et c'est un message d'espoir pour d'autres femmes qui sont dans cette situation. Voilà. Plusieurs réflexions. Premièrement, Georges Tron a été condamné, la justice a fait son œuvre. C'est le parquet donc qui avait interjeté l'appel, donc qui avait demandé à ce que la première non-condamnation, le premier jugement soit revu. Or, vous vous souvenez tous et toutes de qui était l'avocat de Georges Tron à l'époque, Dupond-Moretti. Et on se souvient aussi que Dupond-Moretti a, à l'époque, complètement tyrannisé la cour.
d'assises de Seine-Saint-Denis, et qu'on a dit cette histoire va pas finir comme ça. Et effectivement, le parquet interjette appel, et là, on a une peine, alors sans doute peut-être plus lourde que ce qui aurait été, ce qui aurait pu avoir en temps normal si la cour d'assises de Saint-Denis avait pu juger tranquillement et sans pression, parce qu'on peut dire quand même qu'il y a eu une forme de pression, elle a été dénoncée par les juges. Et là, c'est un peu le retour de bâton. La condamnation, me semble-t-il, elle est, elle est justifiée. On est face à des politiques qui se doivent d'être absolument. Mais pas que des épiliers, c'est un homme qui a agressé des femmes. Mais de surcroît, mais quand on est en position de pouvoir comme il l'a été, je trouve que et dans sa position et comme élu, ça redouble encore sans doute la sévérité des magistrats, et ça peut se comprendre. Donc moi je trouve que tout ce qui contribue à la probité chez les élus, c'est tant mieux, et que ce soit sur les aspects financiers, sexuels et autres. Mais là c'est l'homme aussi qui est jugé pour avoir agressé. Alors effectivement il y a une emprise qui a été dénoncée. Je précise que sa co-accusée Brigitte Gruel, qui était l'adjointe à la culture de la ville, a été reconnue coupable de complicité de viol et d'agression sexuelle et condamnée à 2 ans avec sursis, et qui avait une deuxième plainte qui pour le coup n'a pas fait l'objet de condamnation. Christine Bouillot. C'est une cour d'assises, donc c'est un jury populaire qui décide de la condamnation. 11 heures de délibéré, pardon. 11 heures de délibéré, donc je pense qu'effectivement ça a dû demander un certain temps de réflexion, et en plus de ça avec des motivations qui sont outre l'agression, c'est l'emprise de hiérarchie, c'est quand l'avocat dit c'est le pot de terre contre le pot de fer, la cour a considéré qu'il y avait une forme de supériorité hiérarchique qui faisait que c'était condamnable. Donc alors sans doute que l'époque a changé depuis le premier procès, ce procès en appel, que la vision de ces agressions aussi aujourd'hui sont on va dire mieux maîtrisées peut-être par l'ensemble des personnalités, des magistrats également. Et quant au premier procès avec Éric Dupond-Moretti, Dupond-Moretti à l'époque il était dans son rôle de défenseur de quelqu'un qui était accusé aussi. Donc il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'aujourd'hui, un ministre de la République peut se retrouver derrière les barreaux parce qu'il a usé de son autorité pour éventuellement bénéficier de faveurs de la part d'une femme. Alors il y avait deux femmes qui le poursuivaient. Une a été, on va dire, déboutée quelque part, n'a pas eu gain de cause. L'autre, donc c'est une demi-victoire pour cette partie-là. Mais je trouve que dans l'absolu, entre ces deux verdicts, on a deux verdicts vraiment radicalement différents qui sont peut-être le synonyme de deux versions aujourd'hui de cette emprise que les hommes peuvent avoir sur certaines situations vis-à-vis des femmes. Et le regard sur le consentement aussi. Absolument. Je précise que les jurés, c'était 6 hommes et 3 femmes. Il y avait également 3 magistrates professionnelles. Il y avait 5 femmes qui également avaient porté plainte et dont la plainte n'avait pas été retenue. Donc il y avait quand même un faisceau de choses autour de Georges Tron, même si toutes les plaintes... qui n'a jamais rien démentir, qui est toujours dans on va dire, a toujours été dans le déni quelque part. Je sais pas si on peut parler de déni, mais la justice est passée, quoi. C'est difficile peut-être à entendre pour certains, mais c'est comme ça que ça doit être lu en tous les cas. Kevin Bossuet. Oui, l'époque a changé, c'est une très bonne chose. Enfin, on donne la parole aux victimes, enfin, on croit les victimes, et vraiment, c'est une bonne chose. Quand vous êtes victime d'agression sexuelle et qu'on ne vous croit pas, je crois que c'est la pire des choses, et c'est une forme, si vous voulez, comme un second viol. Et ça, la société a changé, c'est très bien. Et moi, ce qui m'alerte, si vous voulez, c'est l'image que ça donne dans le peuple. Enfin, on a des gens qui voient des Duhamel, en effet, avec des affaires d'inceste, qui voient des Richard Berry, pareil, avec des affaires d'inceste. Il y a présomption d'innocence, mais en tout cas, c'est ce qu'on parle de ça dans la presse. Ils ont l'impression finalement d'être gouvernés par une sorte d'élite décadente, et on retrouve finalement cette forme de crise démocratique avec cet éloignement d'une élite qui aurait tous les droits et de l'autre côté d'un peuple, en effet, qui regarde ça de manière ébahie. Et ce qui est un peu choquant dans ces affaires-là, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et on l'a vu dans l'affaire Maxime Cochard. Vous savez, Maxime Cochard, c'est cet élu communiste de la ville de Paris qui aurait fait pression sur un jeune étudiant pour avoir des relations sexuelles avec lui. Et la pression était tellement forte que ce jeune étudiant s'est suicidé. Donc on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Donc il y a un problème, en effet. Il faut protéger les victimes dans cette société. Il faut les écouter. Mais de l'autre côté, attention à ne pas non plus tomber dans le tribunal médiatique, parce que si aujourd'hui il suffit d'accuser quelqu'un de tel ou tel fait de viol pour régler ses problèmes personnels, ça pose aussi problème. Donc écoutons les victimes, mais avant de juger, attendons
attendons que justice passe. Il y a très peu de dénonciations. Il y en a, ça existe évidemment, les dénonciations calomnieuses, mais quand une femme ou un homme dit qu'il a été violé, ça lui coûte quand même de s'exposer publiquement quand on voit les tombereaux de boue que se prennent les victimes, ou les présumées victimes. Je pense qu'on fait pas ça innocemment. Regardez la fille de Richard Berry. C'est surtout la famille. Voilà, ça crée quand même. C'est une exposition médiatique pour laquelle il faut être très armé. Il faudrait que les mentalités changent également dans la police, parce qu'il y a beaucoup de femmes, en effet, qui vont porter plainte ou déposer de main courante. Finalement, on refuse de prendre la plainte parce qu'on lui dit, écoutez, c'est pas grave ce que vous avez vécu, ce n'est pas grand-chose, retournez chez vous. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience, une politique nationale en faveur de ces victimes, et qu'on en finisse avec ces gens qui se croient hors la loi parce qu'ils ont une petite notoriété ou parce qu'ils ont un peu de pouvoir, parce que ce n'est pas acceptable. Dans une relation sexuelle, il y a du consentement, les deux personnes doivent être consentantes. S'il n'y a pas consentement, ça s'appelle un viol, point final. J'ai entendu hier un avocat sur un plateau de télé parler, et une auditrice me dit la même chose. Ce sont des adultes consentants. Mais le viol, ça existe. Le viol, ça existe. Et des relations sexuelles entre adultes ne sont pas forcément consentantes, parce que ces gens-là se réfugient derrière pédophilie. Ok, je suis d'accord pour les agressions sexuelles sur les enfants, mais alors entre adultes, franchement, et c'est de la vengeance. Je pense que dans le cas de Georges Tron, il y avait, je ne veux pas tomber dans la diffamation, mais il y avait quand même un faisceau de choses, un petit peu comme dans l'affaire DSK, où avait été rapporté un certain nombre de faits qui étaient assez parlants. Jean-Luc Benamias. Dans le cas de Georges Tron, il y avait vraiment un lien de subordination très difficile quand on est salarié d'un élu, et d'un élu qui a été ministre, de dénoncer les actes qui ont été commis. Et dans ce cadre-là, ça s'est joué au premier procès. Au premier procès, clairement, il y a eu le tribunal médiatique. Mais le tribunal médiatique, comme Georges Tron avait choisi M. Dupond-Moretti, il avait pris une gloire du barreau. Donc, on a bien eu dans cette affaire... Alors après, moi, je ne peux pas analyser si c'est trop, qu'il aille en prison directement ou pas assez, j'en sais rien. Généralement, d'ailleurs, on ne commande pas les décisions de justice, mais là, on est en train de le faire quand même. Donc, voilà, moi, je trouve que ces femmes ont vécu pendant... Vous vous rendez compte, la durée, le temps de ce procès à rallonge, ont vécu vraiment... sérieusement un enfer. Voilà, justice est faite. Parce que derrière, il y a des enjeux. Au milieu professionnel, il y a des femmes, en effet, qui se prennent des mains, qui se prennent des petites réflexions, des petits SMS, sauf qu'à la fin, il y a leur emploi qui est en jeu quand ça vient notamment du patron, puis il y a tout un stress. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Comment je vais nourrir mon enfant? Est-ce qu'on va me croire? Imaginez la réputation que je vais avoir. Est-ce qu'on va pas dire que je suis une salope? C'est tout ça qui se passe dans la tête de ces femmes, et à un moment, ce n'est pas possible. Quand quelqu'un dit qu'elle a été, que cette personne a été victime d'un viol ou d'un harcèlement sexuel, il faut la croire. Il faut évidemment mener une enquête pour éviter de tomber dans la calomnie, mais la première chose à faire, c'est de croire cette personne. Et je pense qu'on est en train d'évoluer vers ça, et c'est une très bonne chose. Et de parler de vengeance, c'est assez déplacé et déplaisant, je trouve, pour les victimes. Quand les gens qui me rétorquent, oui, mais il y a des vengeances... Mais qu'est-ce que vous vous prenez dans la gueule quand même quand vous faites ça? Pardonnez-moi, mais il faut quand même se positionner à l'échelle de ce qu'est une cour d'assises. On ne va pas en cour d'assises simplement sur des faits de vengeance avec des éléments qui sont ténus. C'est des dossiers qui sont épais comme dit Bottin. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement étayées. Enfin, il y a eu des expertises, des contre-expertises. Enfin, je veux dire, il y a eu des confrontations. Les juges, on ne renvoie pas quelqu'un devant une cour d'assises simplement sur des faits, sur des choses qui ne tiennent pas. Alors après, la cour d'assises est souveraine. On a vu des acquittements et le dossier effectivement ne permettait pas de condamner quelqu'un, et c'est d'ailleurs louable par rapport à tout ça. Mais simplement, on ne renvoie pas quelqu'un devant une cour d'assises simplement parce qu'il a voulu se venger. On a voulu se venger de quelqu'un. Ça ne tient pas la route. La justice a autre chose à faire. Elle ne va pas dépenser des sommes folles pour ça. Sur la question de la vengeance, bien sûr, ça fait partie des risques qu'il peut y avoir, voilà. Mais la justice est souveraine, elle a les moyens d'enquêter, de faire la part des choses. Et je veux dire, on peut pas partir du principe que le dépôt de plainte sur de telles affaires est dicté par une vengeance. Non, c'est pas possible. Ça peut-être l'être dans certains cas exceptionnels. Et à ce moment-là, la justice fait son... Christine Bouillot a raison. On n'en voit pas devant une cour d'assises. Un auditeur témoigne en me disant, ou une auditrice, je ne sais pas, on le retrouve partout, ce genre de situation dans les entreprises. C'est pareil, beaucoup de femmes sont harcelées
vérité. Si elle refuse, elle se retrouve vite dans un placard dont elle ne sort pas. Donc ce genre de jugement permet enfin aux femmes d'être défendues. Alors je connais l'argument qui consiste à dire mais elles y vont, elles couchent pour promotion, canapé, etc. C'est atroce. Voilà, bah oui, mais c'est l'argument qu'on vous répond. C'est un argument débile. Oui, c'est l'argument qu'on voudrait. Je parlais dans ce genre d'affaires, le lien de subordination à ce niveau-là est quelque chose qui fait rentrer en justice. C'est-à-dire que si ces femmes étaient travaillées, elles étaient obligées de rencontrer le maire de la ville, elles étaient obligées d'être quasiment en permanence avec lui. Et décider à un moment donné de porter plainte, c'est perdre son emploi, évidemment. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, bon, on verra plus tard, si ces différentes femmes ont retrouvé un emploi dans le même genre d'emploi qu'elles avaient au départ. J'en suis pas certain. Et le pire là-dedans, c'est la culpabilisation. Moi, j'ai une amie qui était un peu harcelée par un prof de faculté, puis à la fin, elle se culpabilisait. Elle se disait, est-ce que je porte pas des jupes un peu trop courtes? Est-ce que finalement, je n'ai pas eu des propos un peu déplacés? Et en fait, elle reportait la faute sur elle. Et c'est ça voilà, c'est pour ça qu'il faut dire qu'à partir du moment où il y a une victime qui dit d'être victime, il faut la croire, il faut qu'elle aille déposer plainte et en effet qu'il y ait une enquête et après, qui débouche sur une sanction. Enquête, parce qu'il y a un auditeur qui dit mais Kevin, si je vous suis, si mon ex porte plainte pour viol et qu'il faut la croire, il y aura une enquête. C'est-à-dire que très vite on démontrera que ce que vous dites, que ce que dit votre ex est faux. Il y a quand même un certain nombre de choses, de présomptions. Enfin, il y a une enquête qui est là pour ça, pour savoir si la plainte est recevable. Il y a beaucoup de plaintes qui sont classées aussi. Soit dit en passant, je ne vois pas pourquoi on ferait une exception sur les plaintes visant des crimes sexuels, alors qu'il y a plein d'autres crimes par ailleurs qui peuvent être aussi faire l'objet de dénonciations calomnieuses. Donc je veux dire, c'est pas pour ça qu'on arrête la possibilité de porter plainte. Non, c'est pas entendable comme argument que de dire qu'il n'y a que des vengeances dans ce genre d'affaires. On me dit vous balayez la vengeance un peu vite. Franchement, mettez-vous à la place des victimes aujourd'hui. Il faut être sacrément costaud pour aller porter plainte quand ce n'est pas vrai, parce que vous êtes confronté à un certain nombre de choses. Puis il y a une enquête en plus, donc s'il y avait, Valérie, si vengeance il y avait, la condamnation peut être très forte par rapport à cette personne qui veut se venger. Absolument. Oui, ça s'appelle dénonciation calomnieuse et on peut se retourner contre cette personne. Éric Zemmour va-t-il se lancer? Doit-il se lancer dans la course à la présidentielle? Une étude IFOP pour Valeurs Actuelles révèle son potentiel électoral. 13% des Français se disent prêts à voter pour lui. Le résultat est à nuancer toutefois parce que 4% répondent oui, certainement 9%, oui probablement, voilà. Donc la grande majorité, 74% répondent non et 60% non, certainement pas. Donc voilà, mais 13% qui éventuellement envisageraient de voter pour lui. Alors il se situe, il faut le dire, au même niveau que Jean-Marie Bigard, 13%, un peu plus haut que Michel Onfray, 9% et le général de Villiers, 20%. Bon. C'est un sondage, quoi. Oui, c'est un sondage. Ça me rappelle Coluche. Oui, Non mais pourquoi on a aujourd'hui ce sondage? C'est parce que Éric Zemmour représente quelque chose dans la société française. Il dit des choses que personne n'ose dire, notamment dans les médias, et le peuple a l'impression d'être représenté, en effet, par quelqu'un qui n'a aucun tabou sur les sujets de l'immigration, sur le sujet de l'égalitarisme, par exemple, à l'école, sur les sujets de l'insécurité, et ça fait du bien. D'ailleurs, il passe tous les jours sur CNews, et c'est des cartons d'audience, en moyenne 700 000 ou 800 000 téléspectateurs, donc c'est quelque chose qui est exceptionnel. Je crois même que CNews à ce moment-là dépasse BFM TV, je crois, ce qui en effet ce qui est exceptionnel. Après, le problème, c'est qu'on veut se présenter à la présidentielle, forcément il faut un parti, il faut une écurie, il faut un peu, si vous voulez, une forme de légitimité pour se présenter, il faut des hommes autour de lui, et Éric Zemmour le sait très bien, donc je pense qu'il n'ira pas, mais que ça l'amuse beaucoup d'être arrivé à ce stade, parce que c'est quand même une vraie réussite professionnelle qu'aujourd'hui on peut peser autant dans le champ politique. Alors on va marquer une pause et on continue tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Éric Zemmour, 13%, crédité de 13% d'intention de vote, de Français qui se disent prêts à voter pour lui, certainement, probablement. Jérôme Ripoul. C'est vrai, ce que dit Kevin est tout à fait exact. Et d'ailleurs, ça fait le parallèle avec Coluche. Éric Zemmour dit des choses que les Français n'entendent pas ailleurs. Ça leur plaît.
Je ne sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas, ça plaît à certains. Il l'écoute, il a de l'audience, et donc certains se disent pourquoi pas Éric Zemmour candidat. Alors ça, c'est la bonne idée. Enfin, c'est la bonne idée. C'est l'idée qui vient de cette situation. Après, comme disait Staline du pape, Éric Zemmour, combien de divisions? C'est-à-dire, quel est le financement sur lequel il peut compter? Quels sont les partis? Je veux dire, il va être le chien dans le jeu de qui Emmanuel Macron n'avait pas de parti non plus. Oui, mais Emmanuel Macron est quelqu'un qui connaît les techniques et qui a le réseau pour financer sa campagne. C'est-à-dire qu'en clair, il a su monter très rapidement. Il était ministre quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il peut y avoir, il vous a pas échappé qu'on dit que le patron de la chaîne dans laquelle Éric Zemmour a table ouverte. Ça a été démenti. Ça a été démenti, je pense que ça a été démenti. Ça a été démenti. Ouais. Bon, en tout cas, s'il y a cette question du financement, Valérie, je pense qu'il va sortir rapidement des problématiques de financement et de soutien. C'est-à-dire que pour faire une campagne, il faut des soutiens locaux. Et Emmanuel Macron, il a fait ça quand même un an avant, hein, donc il a eu le temps de mettre une base et de s'appuyer d'ailleurs sur d'autres réseaux. Donc moi, à mon avis, l'hypothèse, elle est disons-le, médiatique, et je crois difficilement à sa réalisation et à sa concrétisation. Il peut y avoir une alliance aussi. Il peut être, ce que disait Kevin pendant la pub, un lien avec d'autres individus, Jean-Luc Benamias. Non, on va arrêter. Tout le monde sait bien que Marine Le Pen est candidate, donc c'est le même électorat, donc la messe est dite. Ça va la gêner. Sérieusement, la question ne se pose même pas. J'entends bien qu'on fasse des sondages de ce genre 1 an et demi avant la présidentielle, très bien. On a mis Bigard, n'oubliez pas Robert Ménard, et je peux en rajouter d'autres, mais enfin tout ça est terminé déjà dès le départ. La candidate de l'extrême droite française s'appelle Marine Le Pen, point barre. Oui. Bon. Christine Bouillot. Ça peut d'ailleurs être intéressant pour Marine Le Pen qui a un Éric Zemmour, en tous les cas, qui laisse entendre. On a toujours eu comme ça, des mois avant une élection présidentielle, des candidats qui tout d'un coup attirent la lumière, attirent les sondages. Ce qui est certain, c'est que Éric Zemmour fait 700 000 sur CNews, vend plusieurs centaines de milliers de livres également. Bon, de là à se transformer en solution du réel des gens, c'est-à-dire s'intéresser aux problématiques de monsieur, madame, tout le monde, ce que va être un candidat à la présidentielle, c'est-à-dire dans 1 an et demi, les problèmes de crise économique, sociale, environnementale, etc. Ça, est-ce que Éric Zemmour en a envie ou pas? Je mets un petit doute, mais simplement, c'est qu'il incarne quelque chose que le pays aujourd'hui cherche, veut essayer de comprendre. Alors, ce qui est assez intéressant de regarder, c'est que c'est des partis que Marine Le Pen essaye de gommer, que lui, sur l'immigration, etc., lui, il va franco et rentre vraiment dans ces sujets-là. Il s'embarrasse pas, et donc ça sans doute, ça polie le discours. Mais honnêtement, ces 13%, vous l'avez dit Valérie, il faut les regarder dans le détail, ça peut vite s'envoler. Avec les pincettes. À ce moment-là, on fait le même débat demain avec les 13% crédités pour Jean-Marie Bigard. Donc on aurait le même raisonnement. Oui, mais pourquoi on met en avant Éric Zemmour? C'est finalement la droite conservatrice est orpheline. Quand vous êtes de droite, un petit peu conservateur, vous votez pour qui? Pour Xavier Bertrand, qui est d'une mollesse incroyable, pour Nicolas Dupont-Aignan, qui est une nullité incroyable, pour Marine Le Pen, qui a un programme économique crypto-marxiste. Donc c'est sûr que c'est un peu, quand vous êtes de droite, c'est un peu compliqué de se retrouver dans le champ politique. Et chez les jeunes, il y a cette volonté d'union des droites qui est défendue sur les plateaux de télévision par Éric Zemmour, ou l'excellent journaliste Yvan Rioufol, par exemple, qui défend ça très bien. Et c'est vrai qu'il y a une volonté, en effet, de rassembler toutes ces droites qui partagent des valeurs conservatrices, des valeurs un peu sociales, et qui veulent réinvestir le champ médiatique et réinvestir le champ social avec des valeurs qui sont fermes. Et Éric Zemmour peut jouer un rôle très important, parce que c'est un grand journaliste, mais c'est aussi un homme de réseau. Il peut peut-être se faire parler, en effet, des petits groupes qui ne se parlent pas encore. Et je pense qu'on verra l'accomplissement de tout cela après 2022, parce qu'il y a fort à parier qu'Emmanuel Macron sera réélu, Marine Le Pen sera battue, donc forcément elle sera out. Et là, peut-être qu'il y aura une figure comme Marion Maréchal, en effet, qui se mettra en avant pour incarner cette union de droite qui est une véritable volonté populaire, notamment chez les plus jeunes dans notre pays. Pardon, ce qui est étonnant, excuse-moi, je suis pas sûr que le film soit expliqué. Ce qui est étonnant, c'est qu'on dit quand même que c'est Robert Ménard qui pousse Zemmour.
qui a quand même été dans le giron de Marine Le Pen et qui quand même a été élu avec son aide à Béziers, on peut dire ce qu'on veut. Au départ, c'est quand même le soutien du Front National et du Rassemblement National qui l'a aidé. La question, c'est au bénéfice de qui ce rapprochement des droites ? De la droite classique ou de Marine Le Pen? C'est là où je pose la question, parce que s'il joue un jeu tactique visant à effectivement établir une plateforme de dialogue et de proposition entre droites, entre les deux droites, c'est pour ça qu'il tout simplement au bénéfice du peuple qui en a marre d'avoir des représentants politiques dès qu'ils sont élus virent à gauche. Donc voilà, en tout cas, il y a cette volonté, chez le peuple de droite. Après, en effet, ça ne se matérialise pas politiquement. Je suis d'accord avec vous, ça va être compliqué. Mais en tout cas, il y a un grand problème démocratique quand vous avez une grande partie de l'électorat de droite qui ne se sent plus représenté par les candidats de droite. Ça, c'est évident. Absolument. Je voudrais qu'on dise quand même quelques mots de Frédérique Vidal. Il nous reste pas beaucoup de temps. On l'a évoqué hier, mais le débat continue. Frédérique Vidal, donc, qui a annoncé avoir demandé au CNRS un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent en France afin de distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme. Alors hier, Arnaud Benedetti, qui est lui-même enseignant à la Sorbonne, disait c'est quand même curieux de demander au CNRS qui est juge et parti, parce que la plupart des recherches sont faites par le CNRS. Oui, et dont on sait, j'en parlais avec Kevin, il y a quand même aujourd'hui au CNRS, parce que mettons de côté l'islamo-gauchisme, tout de suite ça crispe. Elle a été très maladroite dans Parlons du militantisme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des chercheurs qui sont chercheurs du CNRS, rémunérés par le CNRS et qui sont des militants? Et la réponse est oui. Évidemment. Vous prenez un Galgiro qui critique Emmanuel Macron toute la journée, donc qui est payé accessoirement par l'État et par nous, et qui a une position politique extrêmement affirmée, et qui se présente comme chercheur au CNRS. Donc aujourd'hui, sans parler d'islamo-gauchisme, il y a des gens qui ont une logique militante et qui s'expriment et au nom de ces instituts de recherche qui sont censés être indépendants et qui sont des militants. Donc après, ça c'est un premier point. Après, sur effectivement la prise de position de Frédérique Vidal, c'est une énorme maladresse, parce que d'une part, elle est ministre de tutelle du CNRS et il fallait pas le dire comme ça, et puis d'autre part, si elle a un vrai doute sur l'entrisme que font certains militants dans ces instituts de recherche et dans l'université, il fallait pas le dire comme ça, parce que ça invalidait sa démarche d'emblée. Oui, Christine, énorme maladresse. Alors attendez, Christine Bouillot. Vous dites une énorme maladresse. Est-on sûr que ce soit une maladresse? Vous pensez que c'est voulu? Elle joue sa place. On est dans un débat. Oui, elle joue sa place, mais ce que je veux dire, c'est que elle est suffisamment avertie, de quelqu'un de cette carrure pour savoir exactement ce que veulent dire les mots islamo-gauchisme. Donc, quand on sort ça devant un hémicycle, je suis pas sûr que ce soit une. Enfin, je suis pas sûr. Je sais pas, mais je peux mettre une petite réserve sur le côté. C'est une maladresse. Pourquoi le dire maintenant, en plein débat, avec la loi de Monsieur Darmanin? Enfin, je veux dire tout ça, alors qu'en plus de ça, aujourd'hui, ce que attend véritablement le monde universitaire et l'enseignement supérieur, c'est pas une enquête là-dessus. C'est que c'est un monde universitaire et un monde d'enseignement supérieur qui souffre énormément de ce qui se passe avec la crise du coronavirus et des étudiants qui sont quand même en grande détresse, et que la moindre des choses, c'est de se focaliser plutôt là-dessus. Je suis pas sûr, moi, que ce soit vraiment une maladresse. Oui, Jean-Luc Benamias. Elle s'est mise à dos l'ensemble du monde universitaire. Regardez la déclaration de la conférence des présidents d'université. Absolument. Qui ne sont pas vraiment des islamo-gauchistes spécialisés dans tout cela. La réponse est cinglante. Elle est à côté. Pas la réponse, mais Madame Vidal est à côté. C'est incroyable d'avoir de s'être mis en opposition. Alors effectivement, je suis d'accord avec Christine. Je pense qu'il y a une stratégie derrière. Je la comprends pas. Il y a une stratégie derrière. Parce que maladresse de communication. Maladresse de communication. Jérôme, qu'il y ait des militants un peu partout, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du CNRS. Ah oui, mais enfin là, c'est Jean-Luc, payé par des. Non, mais critiquer. C'est un faux débat. Oui, non, c'est pas possible. Là. Ça, c'est... Non, mais alors, Frédéric. Non, bien sûr que c'est possible. Les gens ont la liberté. Mais Jean-Luc, si un chercheur du CNRS faisait des recherches et disait et soutenait qu'il faut élire Marine Le Pen parce qu'elle a un programme économique qui est bon, ça te choquerait. Là, je parle de. Il y a heureusement dans le pays des chercheurs qui sont de l'extrême droite française. Écoute, mais pas payés par le CNRS. Alors, Frédéric Vidal.
ici. Oui, Frédérique Vidal. Kevin. Frédérique Vidal a peut-être été maladroite, mais elle a mis en avant un problème qui est en effet très important. Il y a un problème d'islamo-gauchisme dans une université, il y a un problème de gauchisme dans une université. Il y a encore 2 ans, à l'université Paris 8, on avait des tags de racisme anti-blanc, fuck white people, français égale PD, je suis trop blanc. On a ça quand on va dans certaines facultés, c'est quelque chose qui est inacceptable. Vous avez aussi des enseignants qui confondent, si vous voulez, enseignement et militantisme, avec notamment toutes ces études post-coloniales qui nous viennent des universités nord-américaines, qui voudraient faire passer l'Occident comme une entité raciste, comme une entité suprémaciste. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et le degré de censure, allez voir dans les universités où vous avez des enseignants-chercheurs qui sont mis de côté tout simplement parce qu'ils ne sont pas de gauche, où vous avez de la censure, souvenons-nous de Sylviane Agazinski, qui était mis de côté de l'université de Bordeaux, tout simplement parce que certains universitaires ne voulaient pas qu'on parle de GPA. Finkielkraut a été interdit dans l'université. Et surtout à Paris 1, vous aviez un module à Paris 1 Sorbonne qui devait être mis en place avec Mohamed Sifaoui dedans pour lutter contre la radicalisation islamiste. Les associations islamo-gauchistes ont gueulé et finalement le président de l'université leur a donné raison. Donc c'est ça, cet islamo-gauchiste dans l'université. Madame Vidal a peut-être en effet été maladroite, mais en effet, elle a mis le doigt sur un problème qui est central. Voilà. Alors, est-ce que c'est central ou pas? C'est la question. Le problème, c'est l'islamo-fascisme, hein, le problème global dans ce qui se passe dans l'humanité et sur la terre entière. Hein. C'est bien de cela qu'on parle quand on parle de salafisme, de frères musulmans et ainsi de suite. Mais là, c'est pas de ça dont il est question. Effectivement, peut-être que le mot islamo-gauchisme, c'est peut-être là l'erreur. Et puis en termes d'université, il y a des on va dire des strates. Hein. Il y a des pairs qui sont là aussi pour confirmer ou valider certaines recherches et certaines études. Oui, mais on a un enseignant qui s'est fait décapiter pour avoir défendu les valeurs de la République dans sa salle de classe, et j'entends des professeurs de l'éducation nationale ou des professeurs du monde universitaire nous dire que finalement ce n'est pas très grave et qu'ils l'auraient bien cherché. C'est ça l'islamo-gauchisme, c'est une forme de soumission et d'accointance avec l'islam politique, et c'est ça qui est inacceptable. Quand on est républicain, on condamne cela, et quand on est républicain, on félicite Madame Vidal en effet d'avoir mis ce sujet sur le tapis. Mais on le félicite pas de sa maladresse quand même. Non, c'était assez... Parce qu'elle a été à l'extrême droite, Madame Vidal, avec ce que tu viens de dire. Allez, on s'arrête là. Je pense qu'on aura l'occasion d'en redébattre. Merci à tous les 4.